Alors, on a le plaisir aujourd'hui de vous, enfin, hein, on dirait, Catherine, de vous partager les résultats finaux de ce projet-là, vraiment, qui a duré plusieurs années, mais qui aboutit vraiment à des résultats vraiment très intéressants. Donc, Mélanie vous a dit le titre, donc élaboration de deux outils pour mieux documenter le non-signalement des VSMES dans les établissements. Donc, l'acronyme VSMES, nous l'utilise là, pour violence sexuelle en milieu d'enseignement supérieur. Donc, je suis avec Catherine. Donc, voulais-tu dire quelques petits mots? Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse ici de faire cette présentation aujourd'hui. C'est ça, je suis coordonnatrice de recherche à la chaire depuis près de 4 ans. Mhm. Alors, donc, un bref survol. Donc, on connaît bien l'auditoire là, des webconférences. Vous êtes vraiment très au fait de la problématique. Mais juste pour resituer la recherche qu'on vous présente aujourd'hui, donc de rappeler hein, que malgré l'ampleur des violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur, il y a peu de signalements qui sont faits auprès des instances des établissements, donc que ce soit universitaire ou collégial. Et on sait également qu'il y a certains groupes sociaux qui rencontrent davantage d'obstacles, notamment les groupes euh, marginalisés ou minorisés. Et ce qu'on se rendait compte il y a quelques années, c'est qu'il y avait un besoin d'inventaire plus complet pour les motifs de signalement. Donc, il y en existait à l'époque, bien sûr, en anglais particulièrement. Dans SIMU, on en avait aussi répertorié quelques motifs, plusieurs motifs, mais l'heure était venue, en fait, de développer des instruments qui reflètent à la fois l'état des connaissances plus récentes et qu'on puisse utiliser pour les recherches futures. Donc, on s'est mis à la tâche pour ça. Alors, on a voulu aussi que ces instruments qu'on développe puissent être validés auprès de l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur. Donc, c'est-à-dire au niveau de la population étudiante, mais aussi au niveau de la population des employés, parce que la littérature, quand même, sur les motifs de non-signalement porte majoritairement là, ou presque exclusivement pour la population étudiante, alors qu'on sait qu'il y a quand même un grand nombre aussi d'employés de tous les groupes là, qui vivent aussi là, des situations de violence sexuelle. Et dans la littérature, il y a plusieurs instruments sur les motifs de non-signalement, mais on avait répertorié très peu d'inventaires ou d'outils sur les motifs de signalement qui étaient présents. Donc, on a voulu à la fois développer deux instruments pour répondre à chacun des objectifs, donc pour les motifs de non-signalement et les motifs de signalement. En somme, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi les gens signalent et pourquoi les gens ne signalent pas les situations de violence vécues en milieu d'enseignement supérieur. Là, il faut que j'alterne entre mes lunettes. Donc, l'objectif de cette recherche-là, vous l'aurez compris, on voulait élaborer et surtout aussi valider des outils en matière de violence sexuelle dans l'enseignement supérieur, des outils qui étaient adaptables au milieu d'intervention et pour nos futures recherches aussi. Donc, un instrument sur les motifs de non-signalement et un deuxième sur les motifs de signalement. Alors, quand on dit adaptable au milieu d'intervention, on voulait répondre aux besoins de la recherche, mais aussi répondre aux besoins des milieux, soit des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes communautaires, pour peut-être réutiliser les outils qu'on développait pour la sensibilisation, pour la prévention, pour l'intervention auprès des personnes victimes. Donc, c'était notre objectif, là, que ça serve vraiment autant à l'intervention qu'au milieu de la recherche. Ce projet-là, donc, c'est un projet partenarial, donc un projet quand même qui a duré 4 ans, là, qui était financé par le Conseil de recherche en sciences humaines, donc le CRSH. Il y avait, bon, je ne décrirai pas là, entièrement le projet, plusieurs le connaissent aussi, plusieurs sont partenaires même de ce projet-là, mais c'est un projet qui comportait 3 volets. Donc, les résultats qu'on vous présente aujourd'hui font partie du troisième volet. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici le comité d'encadrement
Globalement, là, ce projet-là a vraiment permis je dirais, d'examiner de plus près la notion de consentement sexuel et de signalement, non-signalement, donc pour les deux premiers volets. Puis ce volet-là s'ajoute aussi. Un travail d'équipe, donc vous voyez aussi à l'écran les différentes personnes qui ont fait partie du comité d'encadrement, qui ont travaillé là, près de 4 ans là, à développer ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et aussi, là, il y avait des milieux qui étaient bien sûr, qui nous accompagnaient dans ce processus-là. Alors, un projet, j'ai replacé les dates. C'est en 2020 qu'on a commencé. Donc, des fois, c'est long, je pourrais dire, mais en fait, ça nous a pris plusieurs étapes pour arriver à des instruments qui reflètent vraiment, je pense, les expériences actuelles aussi. Donc, comment on a fait ça? Tout d'abord, en 2020, en fait, là, bon, plusieurs connaissent SIMU aussi, donc on avait eu plus de 2000 récits d'SIMU. Alors qu'on a commencé à regarder dans les récits d'SIMU pour voir lorsque les personnes en parlaient, lorsque les personnes parlaient des motifs de signalement ou non-signalement, qu'est-ce qu'elles nous disaient. Alors, il y a eu une première analyse de 88 récits des personnes qui avaient évidemment vécu de la violence sexuelle en milieu d'enseignement supérieur et qui n'avaient pas signalé à l'université. Donc, ça, c'est des collègues d'un autre comité là, qui avaient fait ça, mais c'est toujours dans le cadre du même projet. Donc, on est parti des motifs qui avaient émergé de ces premières analyses-là. Particulièrement, Catherine est allée voir aussi dans la recension des écrits, des outils qui existaient, des études, tout ça pour répertorier vraiment tous les motifs de signalement et de non-signalement qui existaient dans la littérature. Donc, une fois qu'on a fait tout fait ça, on a fait une liste exhaustive et le terme convient très bien puisqu'on avait répertorié 60 motifs de non-signalement et 35 motifs de signalement. Donc, à travers toutes ces analyses-là, on est parti avec cette liste-là, donc de 60 pour le non-signalement et 35 pour les motifs de signalement. Et on a demandé à 12 personnes expertes dans le domaine des violences sexuelles ou qui œuvraient, qui avaient vraiment leur expertise auprès de certains groupes minorisés, de valider en fait la liste là, des items que nous, on avait pour, dans le fond, se prononcer sur la pertinence des énoncés, sur la formulation, savoir aussi si on avait des oublis, aussi si dans la littérature, dans ce qu'on avait répertorié, il y avait des oublis. Ensuite de ça, donc, il y a eu une révision linguistique. Après, il y a eu une consultation par entretien. Donc, ça, c'est trois entretiens que Catherine a fait auprès de personnes qui lisaient, ni plus ni moins, là, les énoncés et qui se prononçaient aussi sur la clarté, sur les ambiguïtés possibles, sur les interprétations. Donc, est-ce qu'il y avait des ambiguïtés? Comment ils percevaient, comment ils interprétaient les énoncés? S'assurer aussi que le langage était accessible. Donc, une fois qu'on a tout fait ces étapes-là, on a fait l'expérimentation des deux outils qu'on appelle inventaire. Lorsqu'on dit inventaire, là, ça égale outil, ça égale instrument aussi. Et donc, on a fait des analyses et on a sélectionné les items là, qui étaient les meilleurs, qui correspondaient le plus, qui semblaient vraiment là, être les énoncés à conserver pour des outils par la suite. Voilà. Alors ici, on avait le goût juste de vous repartager les outils que vous avez peut-être vus passer. Ça, c'était autour de 2022. Donc, les outils qui ont passé, on a vraiment multiplié les stratégies. Il y avait des critères très précis là, quand même. Alors, ça, c'est des instruments pour l'appel à participation là, auprès de personnes. On cherchait là, des personnes qui étudiaient ou qui travaillaient à l'université, qui avaient vécu une situation de violence sexuelle aussi. Fait que les critères étaient très précis. Donc, ça nous a pris quand même passablement de temps là, pour le recrutement. Enfin, donc, avant de te donner la parole,
Donc, au terme de notre recrutement, c'est 336 personnes participantes, donc membres de la communauté universitaire, qui ont subi une violence sexuelle en milieu universitaire, qui ont répondu à l'un ou l'autre des inventaires. Donc, lorsqu'on dit que les personnes, pour savoir si la personne avait signalé ou non à une instance ou une ressource de leur université, c'était par exemple si elle en avait parlé au bureau d'intervention, à un ou une professeur chargé de cours, sa direction, à leur direction de faculté ou département, à leur association étudiante, leur syndicat, tout ça. Donc, pour nous, le signalement s'inscrivait dans cette optique-là. Alors, sur 336 personnes participantes, il y a 134 personnes qui avaient signalé, donc qui ont répondu au motif de signalement, et 202 personnes participantes qui n'avaient pas signalé à leur institution, donc qui ont répondu à notre inventaire sur les motifs de non-signalement. Oui, c'est vrai, avant de te donner la parole. Donc aujourd'hui, contrairement un petit peu à ce que Mélanie disait, Mélanie, on te fait une surprise en même temps. Donc, la discussion va avoir lieu à travers notre présentation. Donc, Catherine va vous présenter les résultats dans les prochaines minutes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes intervenantes, que ce soit en milieu universitaire, que ce soit dans les organismes communautaires. Je vous invite à écouter les résultats que Catherine va vous présenter et noter pour vous, à travers ces résultats-là, quel message pourrait être davantage diffusé dans les milieux d'enseignement supérieur? Comment ça pourrait nous resservir pour, je dirais, produire des messages clés par rapport à ces résultats-là? C'est bon? Parfait. Donc, je vais commencer par présenter les résultats pour l'inventaire des motifs de signalement des violences sexuelles vécues en milieu d'enseignement supérieur. Donc, je vais commencer par faire un petit profil justement de l'échantillon qui est composé, comme Manon l'a nommé, de 134 participantes. Donc, tout d'abord, pour le genre, 76 de l'échantillon était composé de femmes cis, 12 d'hommes cis et 12 de personnes de la pluralité des genres. Au niveau du statut, l'échantillon est assez diversifié. Donc, environ la moitié de l'échantillon, justement, était des personnes étudiantes et l'autre moitié était des personnes employées. Habituellement, justement, les outils, comme Manon l'a nommé, dans le bref survol des connaissances. Donc, c'est ça, les outils mesurant les motifs de signalement et de non-signalement sont habituellement uniquement validés auprès d'étudiants universitaires, surtout du premier cycle. Donc, c'est d'autant plus intéressant que dans ce cas-ci, justement, dans cette étude, nous ayons été en mesure de justement valider les inventaires auprès de l'ensemble de la communauté universitaire. C'est ça. Donc, plusieurs personnes, justement, étudiants au cycle supérieur, des professeurs chargés de cours et aussi cadres et employés. Employés de tout groupe, c'est ça exactement, dans l'université. Sinon, aussi, pour l'orientation sexuelle, 55 des personnes étaient hétérosexuelles et 40 faisaient partie de la diversité sexuelle. Donc, pour le premier, c'est ça, pour les résultats, donc l'inventaire élaboré comprend 21 motifs de signalement. Donc, les analyses ont permis de regrouper ces 21 motifs en 5 dimensions. Donc, j'avais présenté brièvement chaque dimension en donnant certains exemples, justement, des énoncés des motifs. Donc, tout d'abord, la dimension qui a été le plus rapportée par les participantes était la recherche de mieux-être ou de soutien face aux conséquences. Cette dimension concerne le besoin d'être écouté, la recherche d'aide et de soutien psychologique, notamment lorsque les conséquences sont devenues trop difficiles à vivre ou lorsque la personne s'inquiète pour sa santé mentale. Donc, les personnes recherchaient justement un mieux-être émotionnel ou psychologique. 95 quand même des personnes participantes ont rapporté au moins un motif de cette dimension-là.
Concernant la deuxième dimension, elle s'applique justement à la volonté de responsabiliser l'individu ayant commis les gestes et de prévenir d'autres situations. Donc, 89% des participants ont rapporté au moins un motif de cette dimension-là. C'est ça, on voit les pourcentages aussi. Donc, plusieurs personnes ont rapporté que leur décision de signaler était liée à, justement, qu'elle pensait que c'était la chose à faire, qu'elle voulait éviter que la personne ayant commis les gestes fasse d'autres victimes, donc éviter qu'il y ait d'autres victimes potentielles. Aussi, vouloir améliorer justement le climat de respect et d'égalité dans leur université, dans leur établissement. Aussi, et des fois aussi pour vouloir faire valoir leurs droits. Ici. Donc, pour la troisième dimension, qui était liée à l'intention de faire cesser la situation. Donc, de nombreuses personnes, justement, ont signalé aux instances de leur établissement parce que la situation était devenue insupportable et ou pour y mettre fin avant que celle-ci ne s'aggrave, justement. La quatrième dimension est liée à la confiance dans les instances de l'établissement. Donc, plus de la moitié des personnes qui ont signalé la situation de violence sexuelle ont évoqué avoir confiance dans les instances de leur établissement, confiance qu'elles pouvaient leur venir en aide et traiter la situation de manière confidentielle. Enfin, la dernière dimension de cet inventaire-là, c'est justement lié à la crainte pour sa sécurité. Donc, les personnes voulaient que des mesures soient mises en place pour éviter les contacts avec la personne ayant commis les gestes ou parce qu'elle avait peur justement pour leur sécurité physique. Donc, maintenant, je vais vous présenter les résultats aussi pour les motifs de non-signalement. Donc, encore là, c'était, comme Manon l'a nommé, c'était un échantillon de 202 participants-participantes. Au niveau du genre, la majorité de l'échantillon était composée de femmes cisgenres, 14% d'hommes cis et 8% de personnes de la pluralité des genres. Au niveau du statut, près de 70% des personnes de l'échantillon étaient composées d'étudiants et étudiantes, soit au premier cycle ou au cycle supérieur. Et 19% étaient cadres ou employés et 12% professeurs ou chargés de cours. Sinon, au niveau de l'orientation sexuelle, 64% étaient des personnes hétérosexuelles et 34% faisaient partie de la diversité sexuelle. Pour l'inventaire des motifs de non-signalement, il est composé de 34 motifs. Donc, les analyses, justement, ont mis en évidence 7 dimensions de motifs. Donc, ces 34 motifs-là, justement, ont été répartis dans ces 7 dimensions-là selon les analyses réalisées. Donc, pour la première dimension, c'est la croyance que la situation ne justifie pas un signalement à l'établissement. Donc, les motifs évoquent la minimisation des violences sexuelles vécues, la croyance que la situation de violence sexuelle n'est pas suffisamment grave pour être signalée ou que les conséquences psychologiques ou physiques ne sont pas assez sérieuses, et l'impression qu'un signalement aux ressources de l'établissement n'est donc pas nécessaire, justement. Donc, ces deux premiers énoncés ont été rapportés par près de, les trois en fait, par près de 80% des personnes participantes, justement. Cette raison, donc la croyance justement que la situation ne justifie pas un signalement à l'établissement, était également la raison la plus évoquée dans l'enquête SUMU réalisée dans le milieu universitaire et dans l'enquête PS qui était réalisée dans le milieu collégial. Donc, la banalisation et la normalisation des violences sexuelles ont une influence sur la perception des personnes victimes de la situation de violence sexuelle vécue et elles peuvent anticiper justement une réponse institutionnelle qui minimiserait la situation. Merci, Catherine, elle commence à me donner des bons indices quand je faisais appel aux intervenantes et intervenants. Donc, quand je vous disais que le message de prévention, de sensibilisation, c'est un petit peu dans ce sens-là, donc avec tout ce qu'on vous propose. Fait que je relance ma question pour qu'on arrive tantôt là, à la discussion.
Concernant la deuxième dimension de cet inventaire-là des motifs de non-signalement, donc elle concerne la volonté de se préserver des impacts négatifs et des conséquences post-traumatiques. Près de 90% des personnes participantes ont rapporté au moins un motif de cette dimension-là. Donc, les personnes voulaient consacrer leur temps et leur énergie sur d'autres champs importantes pour elles, comme la fin de session, des examens, leur emploi ou peu importe. Sinon, elles voulaient aussi mettre la situation derrière elles et cesser d'y penser. Ou aussi, elles ont rapporté qu'elles n'ont pas signalé l'événement pour éviter de s'exposer au jugement d'autrui parce qu'elles ressentaient de la honte ou de la culpabilité et pouvaient avoir peur d'être blâmées, d'être tenues responsables de la situation. Donc, ces motifs rappellent justement le recours à des stratégies d'évitement et de protection possibles. Concernant la troisième dimension, il s'agit de la dimension sur le manque de confiance envers l'établissement pour le traitement des signalements. Donc, ces motifs reflètent le manque de confiance et l'appréhension négative générale par rapport à la réponse institutionnelle dans le processus de traitement des signalements. Donc, une certaine anticipation justement que les instances ne traiteraient pas bien leurs signalements. Donc, le premier énoncé évoque un sentiment d'impuissance face à la possibilité que le signalement aboutisse à un résultat satisfaisant. De plus, près de la moitié des personnes participantes ont évoqué ne pas avoir signalé la situation par manque de confiance dans les ressources et instances de l'université ou par crainte d'un manque d'impartialité et de confidentialité. Donc, désolée, je vois qu'il y a eu un petit décalage. On avait bien, c'est vraiment dans le partage. Il y a un petit décalage, mais les pourcentages, justement, sont reliés aux énoncés, aux motifs. C'est un petit design différent. Parfait. Donc, pour la quatrième dimension, elle est liée à la crainte des répercussions négatives dans l'environnement académique. Donc, telles que craindre des impacts négatifs sur son parcours académique, son emploi ou son avenir professionnel, ou avoir peur de faire l'objet de stigmatisation ou de discrimination de la part des instances ressources de leur université ou des réactions négatives au sein de leur institution universitaire de manière plus générale aussi. La cinquième dimension est le manque de connaissances sur les ressources à l'établissement. Donc, les motifs de cette dimension témoignent de la méconnaissance des instances et ressources et des recours disponibles au sein de leur institution. Sinon, pour la crainte pour la sixième dimension, pardon, il s'agit de la crainte des répercussions négatives dans l'environnement personnel. Donc, ces motifs reflètent les craintes, en fait, de réactions négatives de son entourage personnel, mais également de réactions négatives sur son entourage personnel. Donc, que le dévoilement pourrait avoir des répercussions négatives également sur, par exemple, sa famille ou ses amis, camarades de classe, collègues et autres. Enfin, la dernière dimension de cet inventaire-là concerne les craintes, la crainte liée aux enjeux spécifiques pour les groupes minorisés. Donc, par exemple, elle concerne les enjeux de dévoilement non souhaités. Par exemple, c'est ça, de devoir faire justement un double dévoilement dans le cadre de son dévoilement. Donc, par exemple, de devoir révéler son orientation sexuelle ou son parcours trans. Aussi, il y a aussi la crainte de renforcer des préjugés négatifs envers son groupe d'appartenance ou envers sa communauté. Et enfin, celui du milieu à 20 donc que les personnes ne savaient pas si les instances aux ressources de leur université adoptaient une approche inclusive de la diversité. Donc, on voit que cette dimension-là a été rapportée seulement par 35, donc les énoncés de cette dimension-là ont été rapportés seulement par 35 des personnes participantes. Toutefois, ce résultat-là, justement, montre l'importance d'aller voir plus en détail, justement, les résultats, justement, les fréquences pour certains groupes spécifiques, justement, donc des groupes sociaux plus marginalisés, justement, ou minorisés.
Donc, on voit notamment pour ces trois motifs-là, les pourcentages selon l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc, on voit que il y a les analyses montrent aussi qu'il y a des différences significatives entre les personnes hétérosexuelles et cisgenres et les personnes, les hommes cis de la diversité sexuelle et les personnes de la pluralité des genres. Les différences n'étaient pas significatives avec les femmes cis de la diversité sexuelle, mais tout de même, on voit que les pourcentages sont plus élevés, particulièrement, c'est ça, pour les hommes cis de la diversité sexuelle et les personnes de la pluralité des genres. Donc, on voit que les pourcentages sont vraiment plus élevés dans la population, justement, hétérosexuelle et cisgenre. En fait, ça, c'est pour moi vraiment, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de résultats super importants, mais ça, pour moi, c'est une diapo très importante parce que lorsqu'on fait des inventaires en recherche, quand il y a des items qui ne sont pas très sélectionnés, on les exclut parce qu'on garde les items les plus solides, les plus fréquents, donc pour éviter de faire justement des fois des longs instruments. Ou encore, lorsqu'on présente les résultats, des fois, on les présente de façon globale. Bon, nous, à la Chaire, on a tendance, vous voyez, à faire des analyses là, en fonction des différents groupes, justement, pour montrer que la réalité, les expériences, les obstacles sont différents. Là. Donc, un 35 peut ne pas vraiment attirer notre attention comparativement à d'autres dimensions qui avaient comme 80 95 Alors, lorsqu'on ventile, en fait, le résultat selon les groupes, c'est quand même, tu sais, le 57 donc c'est près de 6 personnes sur 10 chez les hommes cis de la diversité sexuelle qui avaient ces craintes-là. Donc, je voulais juste le souligner, là, tout l'intérêt de décortiquer les données pour aller chercher des données les plus sensibles possibles ou les plus près de la réalité des différents groupes, en fait. D'ailleurs, de façon plus générale, justement, on a fait des analyses pour savoir s'il y avait des différences entre les groupes sociaux, donc sur différentes variables. Donc, tout d'abord, c'est ça, voici les 12 dimensions réparties dans les deux inventaires de motifs de non-signalement et motifs de signalement, donc que je viens de vous présenter. Donc, tout d'abord, selon le genre, donc donc sur les deux inventaires, la seule dimension qui a montré des différences était celle, justement, qu'on vient de discuter, donc la dernière, la dimension 7, qui était liée à la crainte liée aux enjeux spécifiques pour les groupes minorisés. Donc, les analyses montrent que les personnes de la pluralité des genres rapportaient davantage de motifs de cette dimension-là que les femmes cisgenres. Donc, à la question, par exemple, est-ce que les femmes le vivent plus, les femmes cis le vivent de manière similaire aux hommes cis, par exemple? On peut se poser cette question-là selon, dans le fond, l'échantillon que nous, on avait. Les résultats tendent à démontrer que c'est comme similaire. Exactement, c'est similaire. La différence n'est pas assez grande pour être significative, justement, mais elle était assez grande pour être significative entre, justement, les personnes de la pluralité des genres et les femmes cisgenres. Mais tout à fait, entre les hommes cis, les femmes cis, il n'y avait aucune différence significative sur l'ensemble. Exactement, l'ensemble des deux inventaires. Sinon, concernant l'orientation sexuelle, donc il y a une dimension qui a montré des différences significatives dans chacun des deux inventaires. Donc, pour les motifs de non-signalement, il s'agissait de la dimension manque de confiance envers l'établissement pour le traitement des signalements. Et pour l'inventaire des motifs de signalement, il s'agissait de la première dimension, donc recherche de mieux-être ou de soutien face aux conséquences. Donc, justement, dans les deux cas, de dimension, les résultats montrent que les personnes de la diversité sexuelle rapportent davantage de motifs de ces deux dimensions-là que les personnes hétérosexuelles. Donc, encore là, c'est intéressant justement toujours d'aller voir les différences justement possibles entre les groupes sociaux. Mais comme on voit, la grande majorité quand même
des dimensions n'ont pas montré de différences significatives selon l'orientation sexuelle des personnes participantes. Enfin, par rapport au statut, donc comme on voyait tantôt, il y avait les 4 statuts, donc soit justement étudiant premier cycle, étudiant deuxième cycle et troisième cycle, donc les cycles supérieurs, professeur ou chargé de cours et employé. Nous avons retiré justement les cadres du groupe d'employés pour ces analyses-là. Donc, dans ces 4 groupes-là qui étaient groupe en statut, là, justement, donc qui était comparé pour chacune des dimensions. Donc, la seule dimension qui a montré une différence significative était dans les motifs de signalement. Donc, la deuxième dimension qui était liée à la volonté de responsabiliser l'individu ayant commis les gestes et de prévenir d'autres situations. Donc, c'est ça, dans cette dimension-là, les professeurs et chargés de cours ont rapporté davantage de motifs de cette dimension-là que les employés. Et les professeurs et chargés de cours ont également rapporté davantage de motifs que de cette dimension-là, toujours liée à la responsabilisation de l'individu et la prévention justement d'autres situations. Donc, les professeurs davantage aussi des étudiants et étudiantes au premier cycle. Alors, je vais te laisser respirer en disant qu'est-ce qu'on peut retenir sur le plan de la recherche, puis après, c'est là qu'on va ouvrir les micros parce qu'on va vouloir vous entendre sur le plan de la prévention et de l'intervention. Donc, sur le plan de la recherche, donc nous, on est très, très heureuses et heureux donc, de vraiment être capable de rendre des versions finales des inventaires. Donc, on a terminé vraiment toutes les analyses. Il y a des articles là, qui sont en cours, tout ça. Ce qui fait qu'on est capable là, maintenant de contribuer à une meilleure compréhension, je dirais, à partir de ces deux inventaires-là. Donc, c'est une contribution quand même intéressante. En français aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses en anglais, mais en français aussi. On trouve aussi que ces deux instruments, ces deux outils-là, ces deux instruments de mesure, disons, vont être très utiles aussi pour observer l'évolution des motifs à travers le temps. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que dans l'étude actuellement, on n'a pas demandé aux personnes si le signalement, à quel moment avait lieu le signalement. Donc, est-ce que ça avait lieu après 2019 ou après la politique, avant la politique? Là, on était vraiment dans la validation, donc on n'est pas allé dans ce détail-là pour les personnes qui ont complété notre questionnaire. Mais disons qu'on a quand même une capture de départ, qu'est-ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et ces deux outils-là pourraient très bien revenir vont revenir dans les prochaines enquêtes qu'on fera pour justement voir l'évolution dans ces motifs-là et voir qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui s'améliore ou qu'est-ce qui reste encore comme obstacle pour le signalement. Et ce qui, évidemment, va être aussi très intéressant pour une future étude, ça sera d'associer les motifs de manière distincte pour chaque ressource, parce qu'on peut avoir des motifs différents pour aller voir, par exemple, un bureau d'intervention que pour aller voir la direction. Donc, pour avoir une autre ressource, soit dans l'université ou au cégep. Donc, là, nous, on ne pouvait pas aller à ce point-là de détail dans la démarche qu'on faisait, mais c'est quelque chose qui pourrait très, très bien se faire là, dans les prochaines études. Et aussi, je termine en disant là-dessus que l'étude s'est réalisée en milieu universitaire, mais il n'y a aucune raison de croire que ça ne s'applique pas non plus en milieu collégial. Donc, et on le voit aussi avec pièces, il y a des choses qui convergent aussi là, vers ce qu'on vous a présenté. C'est juste que là, on le fait en milieu universitaire. Pour les pistes de réflexion, donc pour la prévention et l'intervention, une première chose, c'est l'importance, en fait, là, des informations sur les ressources disponibles, sur les politiques institutionnelles en vigueur. Vous faites beaucoup d'efforts, puis bon, ça fonctionne, je pense. Évidemment, là, il y a un grand nombre de personnes de plus en plus qui connaissent. Il faut renouveler, hein? La communauté étudiante roule, vous le savez bien. Donc, mais ça nous dit encore, là, comme l'importance des ressources et peut-être justement, on parlait du caractère du soutien, là, donc que c'est pas juste pour l'aspect administratif, les bureaux d'intervention, mais que c'est aussi le soutien. Donc, toute l'offre
qui est varié, là, donc qui pourrait être peut-être encore plus mis en valeur, surtout pour l'aspect soutien. Un peu comme on se mentionnait tantôt aussi, dans les motifs qu'on a vus, il y a vraiment des obstacles. On voit qu'il y a encore des obstacles qui pourraient être atténués. Donc, et aussi des obstacles spécifiquement évoqués là, par les personnes issues des diversités. Donc, je pense qu'on a à s'arrêter et à se dire, il y a des obstacles qu'on a vus à travers les motifs, mais il y en a encore davantage pour certains groupes. Et comment, comme institution, on peut atténuer ces obstacles-là. Donc, c'est peut-être par et c'est aussi des messages préventifs, donc d'avoir des messages clés qui sont plus ciblés pour les personnes victimes, parce que là, je ne connais pas la situation, on n'a pas fait, on n'a pas regardé la situation dans chaque établissement, mais il y a beaucoup de sensibilisation, beaucoup de prévention qui sont universelles, hein, donc qu'on fait circuler à travers notre communauté universitaire ou collégiale. Peut-être qu'on peut aussi, à partir de maintenant, peut-être euh, développer des messages plus ciblés pour les personnes victimes, justement pour contrecarrer peut-être les peurs qu'on a vues, contrecarrer certains motifs là, de non-signalement pour essayer de démystifier tout ça pour permettre aux personnes victimes d'avoir une meilleure perception de ce que peut être le signalement et que le signalement n'égale pas la plainte, etc., etc. Donc, il y avait comme des messages clés qu'on pourrait réfléchir. Puis, donc, il y avait les croyances intériorisées, mais ça, j'y reviendrai pas, là, on l'a bien abordé ensemble. Mhm. Voilà, c'était nos réflexions à nous, mais qui concordaient là, tout à fait là, avec ce que vous nous avez nommé.